Vas-y, Morane. Bonjour. Bonjour à tous, nous vous remercions donc de votre participation pour ce sujet tant attendu et aussi qui peut être un petit peu brûlant, voire même nous faire partir. Je remercie donc le cabinet Gaïa et surtout Julie Bessaguet pour en effet nous donner l'opportunité de voir plus en détail ce fameux RGPD. Donc, je ne vais pas répéter les petites, je dirais, règles que énonçait donc, Noël. Donc, si vous souhaitez intervenir, Julie, en effet, répondra à vos questions au fur et à mesure de son intervention. Pour les plus timides, vous pouvez en effet nous poser vos questions via le chat. Donc, l'atelier est enregistré, donc vous pourrez en effet le revisualiser si vous ne pouvez pas en effet faire la totalité de l'atelier sur Discord dans les replays. Et ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire la dernière. Si, voilà. Et si vous souhaitez en effet les coordonnées de Julie, elle vous les indiquera à la fin de l'atelier. Voilà, Julie, maintenant, je te laisse la place. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation, si ça veut bien fonctionner, du cabinet Gaïa. Nous, on est DPO. On a gardé en anglais, Data Protection Officer, qui signifie délégué à la protection des données. Donc, agréé par la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés. Donc, on s'occupe en effet de la mise en conformité RGPD et nous sommes partenaires de plus de 500 structures. Donc, vous allez voir, c'est des structures, tout le monde est concerné par le RGPD. Donc, on passe par une office de tourisme, à une mairie, à un cabinet d'avocats, une entreprise, c'est vraiment tout le monde. On a une méthode donc respectueuse des emplois du temps, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des registres adaptables et ajustables pour toutes les structures. Et donc, nous sommes situés dans le Limousin, plus précisément en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, et on se déplace dans toute la France, s'il le faut. Nous sommes trois, donc voici l'équipe. Donc, Christophe Delmas, le directeur général, Quentin Elbois qui s'occupe de tout ce qui est force de vente, démarchage, et donc il est commercial, un futur commercial, et moi-même qui chapeaute le RGPD de A à Z. Donc, je vous ai préparé un petit sommaire. Donc, on va commencer par une introduction au RGPD. On va expliquer un petit peu le contexte et qui est concerné par le RGPD, les acteurs et ensuite nos prestations pour vous en dire un petit peu plus. Alors, donc un petit peu voilà le contexte et enjeu de la protection des données personnelles dans les années. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les dates, donc on va y passer assez rapidement. Mais c'est vrai que dans les années 70, il y a eu l'ère du numérique, l'ère de l'informatique, où on voulait aller vers plus de rentabilité, de rapidité, d'intensification des liens entre les hommes. Et on a vu que par cet engouement, il y a eu des milliards d'informations qui ont circulé chaque minute sur Internet. Et on a eu fait face en fait à une criminalité, une nouvelle criminalité, puisque c'est la cybercriminalité. Donc une menace sérieuse pour la garantie de la vie privée. On a eu une première prise de conscience en 1974. C'était un projet Safari qui devait voir le jour en France. C'était une concentration des données administratives, c'est-à-dire qu'on voulait relier, par exemple, un numéro à le nom, le prénom d'une personne, mais aussi la carte d'identité, le passeport, le numéro de sécurité sociale, etc., etc. Et donc, on a eu peur, on a pris peur puisque c'est-à-dire qu'avec un numéro, on pouvait savoir tout de A à Z sur la personne, les impôts aussi. Enfin, c'était assez dangereux et c'est pour ça qu'il y a eu un rapport Tricot donc en 1978 et c'est là où est née en fait cette instance administrative donc indépendante chargée du respect du contenu du RGPD. On a renforcé ce rapport en fait en mettant en place une directive, donc une directive européenne qui a permis en fait d'uniformiser en fait ce règlement. Une loi, c'est un règlement parce que c'est un règlement européen. Et donc en 2018, on a vu naître le RGPD. Donc c'est quand même assez récent. Et donc ce RGPD, donc ce règlement général sur la protection des données, ce mot qui fait peur, va encadrer et donc permettre d'assurer que les données recueillies de façon manuscrite et informatique, puisqu'il faut faire attention, le RGPD, ce n'est pas forcément que la protection sur l'informatique, c'est aussi tout ce qui est papier, stockage papier. Et donc, on a fait attention aussi aux données sensibles, où celles-ci ont eu des règles de conservation très particulières. On les verra aussi, ce type de données. Ce n'est pas un RIB, justement, c'est complètement autre chose. Et on n'en manipule pas tous les jours, donc ça va. Donc, voilà. En bref, on voulait établir donc une confiance entre les entreprises, le personnel, mais aussi les clients, en fait.
Donc, on voulait faire du RGPD un outil permettant de mieux comprendre, de mieux contrôler en recourant donc, au pouvoir de sanction, puisque tout comme voilà, règlement, il y a un pouvoir de contrôle. Donc, il faut savoir que le non-respect du RGPD peut coûter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise, ou encore il peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Donc, c'est pas forcément que vous allez beaucoup entendre oui, mais la CNIL ne contrôle pas encore, il se déplace pas, etc., etc. Mais il n'y a pas forcément un contrôle de la CNIL. Ça peut être un concurrent malveillant qui, malheureusement, qui va vous dénoncer, un client mécontent, pareil, parce que ça s'est mal passé. Donc, c'est vraiment pas que la CNIL. C'est pas parce que, par exemple, nous, on est en fin fond de la Corrèze qu'on va pas être contrôlé. Si vous avez un site internet, on peut vous les contrôler aussi à distance. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Donc, le RGPD, qu'est-ce que c'est? Donc, on a voulu garantir plusieurs droits, surtout aux individus. Le droit d'accès aux données, le droit de rectifier, donc on a un droit de correction sur la donnée, et un droit de portabilité, c'est-à-dire de pouvoir accéder et de pouvoir recevoir aussi la donnée que l'on a transmise. Donc, tout simplement. C'est enfin, ça a été, comment dire, je sais pas, pardon. Donc depuis, voilà, pardon, depuis, je me perds un petit peu, excusez-moi. Donc depuis 2018, le RGPD a vu le jour. Donc on a encadré justement tous les types de données, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se pose la question de qui est-ce qui est concerné. Il faut savoir que le RGPD concerne toutes les organisations publiques et privées, quelle que soit sa taille ou son implantation et son activité, donc qui traitent des données personnelles pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l'Union européenne ou que son activité cible directement des résidents européens. En bref, ce sont toutes les structures qui disposent d'un numéro de SIRET. Une association, une collectivité, une entreprise, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment tout le monde. Donc il y a plusieurs acteurs du RGPD. Donc il y a le DPO. Le DPO que l'on peut nommer en interne ou en externe. Vous pouvez très bien suivre une formation et vous nommer tout seul sur le site de la CNIL. Donc, le DPO, lui, c'est l'interlocuteur privilégié. C'est celui qui va être l'intermédiaire entre la CNIL et le responsable des traitements. Il va conseiller le responsable de traitement. Il va l'aider à établir tout le registre, à mettre en place les actions, faire des préconisations pour justement se mettre en conformité absolue. Lui, le responsable de traitement, c'est une personne physique ou morale, donc qui a le pouvoir et la responsabilité du contenu du RGPD. C'est-à-dire que le DPO, il est là, il conseille, et c'est le responsable de traitement qui doit, avec son équipe, avec son personnel, mettre en place donc les axes à suivre. Et puis, il y a le sous-traitant. Alors, le sous-traitant, lui, il intervient donc dans le registre de traitement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez un cabinet comptable ou un logiciel ou un site internet, un hébergeur de site internet, etc. Et là, il va falloir demander au sous-traitant une attestation RGPD puisque vous allez lui transférer des données. Voilà, donc c'est ça, c'est le cabinet comptable, un logiciel ou un hébergeur. Par exemple, je vous donne un exemple, j'avais une office de tourisme qui lançait un jeu concours, donc qui avait un fichier jeune. Donc, c'était très bien. Ils voulaient lancer un jeu concours avec une discothèque, nous, à Brive, et donne le fichier de jeunes à la discothèque. Et on n'a pas le droit de faire ça, puisque la discothèque, elle, a pris le fichier client pour le jeu concours, et s'en est servi pour ensuite de la pub, par exemple, pour de l'alcool, etc., etc. Et là, ça ne va pas. Donc, il faut absolument que votre sous-traitant soit aussi RGPD. Il y a un souci aussi sur maintenant les appels d'offres. Pour répondre aux appels d'offres, il faut aussi que vous ayez une attestation RGPD, sinon on vous refuse l'accès, en fait, tout simplement. Donc, C'est-à-dire, Julie, les gens qui, par exemple, une assistante indépendante qui fait du sous-traitement, donc en sous-traitance de la réponse aux appels d'offres, l'assistante doit être en effet avec un certificat RGPD. c'est ça, tout à fait. Alors Et donc, pareil pour de l'administratif, en fait. Lorsqu'on, par exemple, on traite pour un de nos clients de l'administratif, donc nous, en tant qu'assistante indépendante, on doit avoir ce certificat RGPD. C'est ça, puisqu'on transfère les données.
On ne sait pas comment toi tu vas la stocker, on ne sait pas comment tu vas la gérer, où est-ce que tu vas la mettre, combien de temps tu vas la conserver. Voilà, c'est pour une relation de confiance. Donc, qu'est-ce que les organisations doivent avoir fait concrètement depuis 2018? Donc, désigner un délégué à la protection des données, donc ce que je viens de vous dire, en interne ou en externe, l'élaboration d'un tableau de bord avec ce fameux registre de traitement. Un traitement, vous allez avoir dans votre registre, et chaque traitement, en fait, c'est gestion RH, service communication, gestion des réseaux sociaux, recrutement, etc., etc. Et sur chaque fiche, par exemple, la RH, puisque c'est ce que l'on voit dans toutes les entreprises, on va, nous, des PO, chercher quel type de données vous avez. Donc, il y a plusieurs types de données. Il y a les données d'identification. Ici, ça va être le nom, le prénom, comme une carte d'identité. La donnée personnelle, où ici, on va recueillir votre situation familiale, etc. Professionnelle, simplement votre profession, ce que vous faites dans la vie, votre CV. Et les données aussi économiques, donc une fiche de paye, un RIB. Et vous avez aussi les données sensibles. Et c'est là que je voulais revenir, c'est qu'on a toujours peur, quand on récupère un livre, on dit attention, c'est une donnée sensible. Et pas du tout. Une donnée sensible, en fait, c'est tout ce qui va être orientation sexuelle, appartenance à un syndicat politique, il y a voilà, tout ce qui est syndicat, religion, idées philosophiques, des petites choses comme ça. Dans la plupart des cas, une entreprise, une structure ne gère pas ces données-là. Par contre, si vous aviez à les gérer, il faudrait que ces données-là soient vraiment sécurisées dans un coffre-fort, limite, ou voilà, ce petit fameux cadenas là que l'on met dans les armoires en supermarché. Donc, on va regarder tout ça. On va regarder qui est-ce qui a accès. Par exemple, est-ce que le service de communication peut avoir accès à toutes les fiches de paye? Et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il y a des couacs, puisque, comme exemple, connaissance de cause, une structure où l'ARH mettait les fiches de paye à disposition dans un Google Drive et que tout le monde se servait parce que c'était beaucoup plus simple pour elle. Et du coup, tout le monde avait accès à toutes les données de tout le monde. Donc, ça n'allait pas. Il y a plein de choses comme ça que l'on voit en fait, que l'on constate. Donc, on va regarder voilà, où elles sont conservées. Si c'est sur informatique, mais là, on fait un audit informatique. On va regarder la sécurité du poste de travail, la sécurité des sauvegardes, comment elles sont faites. Est-ce que j'ai un disque dur externe, une clé USB, etc., etc. Et on va ensuite regarder combien de temps vous les stockez. Il y a des durées de conservation légales, hein. Une fiche de paye, un CV c'est par exemple 2 ans, on n'a pas le droit de le conserver au-delà. Et ensuite, le plus important, c'est comment vous avez récupéré votre donnée. Par exemple, on revient toujours au RH, c'est plus simple. Juste une question, quand vous dites un CV, on n'a pas le droit de le conserver plus de 2 ans, c'est pour quelqu'un qui postule ou pour quelqu'un qui est dans l'entreprise ou pour les deux? C'est pour les deux. Parce que quand nous, je vois, on a des formateurs, on est obligé de fournir le CV à nos clients en permanence. Donc, je suis obligée tant qu'il est salarié chez nous, je suis obligée d'avoir un CV. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme qu'une entreprise de consulting, leur CV, c'est ce qu'on vend en fait. Donc, si je peux pas le garder plus de 2 ans, comment je fais? Dans ces cas-là, il faut demander le consentement à la personne. D'accord. Tout simplement. Voilà. En fait, c'est là, voilà, c'est parfait. Donc, vous avez cette base légale où, là, c'est, voilà. Donc, j'ai récolté les données de mon personnel par le biais du contrat de travail. En signant mon contrat de travail, j'accepte de fournir mes données au service RH, etc., au chef d'entreprise. Mais par contre, tout ce qu'on veut récolter, c'est comme on arrive un petit peu au droit à l'image, ou dans une mairie, on va changer. Dans une mairie, pour un bulletin municipal, par exemple, je veux mettre une naissance. Mais ici, si je veux l'écrire, je vais demander le consentement. Donc, il faut bien faire attention. Dès que vous avez sur un site internet un formulaire de contact, la personne va rentrer ces informations dans le formulaire de contact. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait cette petite case où je consens à ce que mes données soient utilisées, par qui, pourquoi et combien de temps. Ici, vous allez vous-même fixer la durée de conservation. On ne se met pas une balle dans le pied, on ne met pas 6 mois, on met 2, 3, 4 ans. Parce qu'on ne sait pas, on va l'écrire sur un petit cahier et on n'aura pas eu le temps de supprimer la donnée. Donc là, ce sont des durées que vous pouvez fixer vous-même. Ok. Oui. Julie, excuse-moi, il y a Chantal qui Oui. pose une question. Peut-être demander à la personne de refaire son CV à une date plus récente. Alors, on peut, mais il faut que la personne accepte, oui,
Oui, c'est une bonne question. Euh, oui, on peut, oui, ou redonner le CV en fait tous les 2 ans, ça veut dire. Est-ce que c'est ça, Chantal, que vous souhaitez dire? Est-ce que ça répond à votre question? Vous pouvez intervenir, hein, Chantal. Vous pouvez activer votre micro et puis. Ah, est-ce que Chantal arrive à activer son micro? On va continuer, Julie. Chantal, si vous voulez remettre sur le chat, vous pouvez. Voilà. Ou si vous Après, arrivez à désactiver votre micro. oui, c'est ce qu'elle met ça. Oui, Après, pour nous, ça n'a pas tellement d'intérêt, puisque comme il continue à travailler chez nous, son Oui, CV, ça va à bouger. moins de rajouter qu'il a eu un enfant, enfin, son expérience, elle change pas obligatoirement, quoi. C'est ça. Donc voilà, le but de ce registre serait vraiment de recenser toutes les données que vous avez, comment vous les traitez, où est-ce que vous les stockez. Et dans ce registre, en fait, le DPO vous aiguille et vous donne vraiment la durée de conservation. En se référant au registre, des fois on oublie, vous n'allez pas retenir toutes les durées de conservation. Quand vous regardez le registre, vous vous dites, ah ben tiens, ça, c'est le moment maintenant de le supprimer. Donc, ensuite, il faut apporter la preuve de la destruction des données. Et aujourd'hui, c'est là où il y a une faille au niveau du RGPD, c'est la destruction des données informatiques. Alors, chouette, j'ai reçu le CV par mail. Ah, ben, ça fait 1 an et demi, ça va commencer. Ah, ben, je vais le supprimer, je le mets dans la corbeille, je ne l'ai plus. Et où est-ce que, voilà, où est la preuve de la destruction? Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un RGPD 2 qui va arriver en janvier. Donc, il y a une solution aussi à tout ça, l'informatique, c'est quand, en fait, c'est des logiciels qui vont voir le jour, là, c'est en plein dedans, ou quand vous créez un fichier ou quand vous enregistrez votre fichier sur votre poste de travail, vous le reliez à une finalité, donc un CV, RH, et une durée de conservation de 2 ans. C'est-à-dire que tous les ans, à la fin de l'année, vous avez un récapitulatif de tout ce qui a été détruit et une alerte aussi pour vous dire, attention, le CV, il reste 2 mois, on va le détruire automatiquement. Parce que voilà, il faut apporter vraiment la preuve. On a une plein de durée de conservation. Ils nous ont mis le RGPD en 2018. Ils nous ont dit, tiens, il y a des durées de conservation à respecter, mais on n'a pas le temps à chaque fois d'y revenir, d'y replonger pour les supprimer. Donc maintenant, voilà, il va falloir apporter la preuve dans des contrôles du RGPD. Encore du travail. Oui, il y a Laetitia qui demande ça. Est-ce que ça concerne également les associations, notamment les membres des associations? Que peux-tu Les nous dire? membres, les prospects, tout. Elle précise qu'elle ne cible pas la Fédé. Non, non, ouais, je sais, mais moi j'ai eu le cas aussi chez les parents d'élèves, en fait, Voilà, où ils gardent les adresses mail voilà. quand ils oublient de Oui, purger les listes de diffusion, les coordonnées, etc. c'est ça. Et moi je reçois encore des informations du collège alors que mes enfants sont au lycée depuis 3 ans, quoi. C'est sympa, mais c'est. Mais je pense à ces associations en particulier qui ne sont pas forcément au fait de tout ça et qui s'imaginent sans doute ne pas être concernées aussi, je pense. Oui, parce qu'on a certains qui travaillent au sein de la Fédé, qui travaillent au sein avec des associations. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, toutes les associations doivent respecter le RGPD du moment qu'ils ont un numéro de SIRET et récoltent des données. Ah, du moment qu'ils ont un numéro de tirette, d'accord. C'est ça, c'est Ouais. le numéro de SIRET qui fait quoi. Très cher, la FCPE a un numéro de tirette, hein, puisque c'est Oui, mais une moi je ne suis pas à la FCPE, chère madame. Non, mais enfin voilà. Je pense à une petite asso très locale. Je ne suis pas certaine qu'ils aient un numéro de tirette, mais je vérifierai avec eux. Généralement, ils en ont, hein. Parce Eh qu'ils ben, ils récoltent des sous, et eh généralement, ils oui, en ont. eh oui, eh oui. Donc, Et ouais. c'est très compliqué pour une association de se mettre alors soit Ouais. de se mettre au niveau RGPD, puisque ça a un coût en fait. Et Oui. les associations n'ont pas forcément les moyens. Alors nous, c'est vrai qu'on travaille avec 2 associations où on a fait, on a fait un petit peu, ils nous ont fait de la communication, et on leur a fait le RGPD. Voilà comment on s'est retrouvés, puisque on peut pas faire payer des cents et des mille à une association, ce n'est pas possible. Et il faudrait que tous les clubs de sport se mettent aussi en conformité. Enfin, il n'y a pas de moyens, quoi. Donc c'est très, très Ça, c'est compliqué. sûr. Et j'espère qu'elles ne seront pas contrôlées en plus. Je pense pas que ce soit les prioritaires, mais c'est Je vrai pense pas. qu'il y en a qui ont eu des bases de données enfin faramineuses dans des grandes villes. Un club de foot dans une ville moyenne, Il y a les certificats médicaux. Nous, on a travaillé avec Miss Corrèze, par exemple, où elle recueille le poids, la taille. Enfin, c'est quand même des données. sensible. Voilà, donc il faut faire attention. Il y a d'autres questions sur le chat parce que du coup, j'ai pas. Non, c'est bon, Julie, je te les dirai si jamais. Voilà, n'hésite pas. Ok. Je suis référente chat. Tac. Et donc voilà. Une fois qu'on a fait le registre, l'audit informatique, on va analyser les risques. Donc les risques, on appelle ça une analyse d'impact.
où on va regarder comment, quel potentiel fuite de données il peut y avoir. Donc là, c'est le fameux, voilà, la petite fameuse clé USB ou disque dur externe que je ne débranche pas, ou que je débranche et que je prends à la maison et que je n'ai pas chiffré, par exemple. Et donc là, on est obligé d'analyser les risques pour savoir quel type de fuite de données il peut y avoir et donc quel type de données surtout il y a sur ce disque dur ou ces clés USB. Donc là, voilà, nous, on prend vraiment tout ça en compte, le télétravail, les adresses mail non sécurisées. Alors, je ne sais pas comment vous faites, par exemple, quand vous envoyez un RIB par mail. Parce qu'aujourd'hui, le plus qui se font pirater, c'est les RIB, puisque en espace, vraiment, je vais vous dire une bêtise, en espace de 10 secondes, le hacker, le pirateur peut changer les numéros des RIB. Et donc, quand vous faites le versement n'arrive pas au client et il est complètement, enfin, l'argent a disparu et il n'y a pas de procédure aujourd'hui pour faire face à cela. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on envoie des RIB par mail. Donc, soit chiffrer pareil la pièce jointe du RIB, enfin, du mail, pardon, et envoyer un second mail avec le numéro. Ou alors, quand vous envoyez des RIB, veillez à appeler pour vérifier ensemble les numéros du RIB. Donc, vraiment, le RGPD, ça touche très, très, très large. Donc, voilà, en bref. Et comment on fait pour chiffrer un RIB? Parce que c'est bien beau de nous dire qu'il faut chiffrer le RIB. Oui, mais on est là après pour vous donner. Je vais pas tout vous dire, je sais pas tout. Mais voilà, on est là après pour vous donner les astuces. On pourrait y passer la nuit pour. Oui, non, mais c'est parce qu'on envoie tous des RIB, quoi. Et C'est là, vous ça. êtes en train de nous dire qu'on peut facilement falsifier un RIB. Ah oui. Nous, là, en Corrèze, c'est les notaires ou les banques qui se font pirater les RIB, et ça devient catastrophique. Et non, mais après, voilà, il y a plein de solutions de crypter. Le plus simple, moi aujourd'hui, on est en campagne, les clients, chiffrer un RIB, c'est pas possible pour eux, même si je leur donne la procédure écrite, etc. Donc, soit ils la renvoient en mode papier, ou soit ils vérifient, ils appellent dès qu'ils ont reçu ou qu'ils envoient un RIB pour vérifier ensemble les numéros. Voilà. Donc, Stéphanie demandait, excuse-moi Julie, il y avait Stéphanie qui demandait une confirmation, notamment pour la conservation des données pour les associations de parents d'élèves. Est-ce que les infos doivent être gardées seulement 2 ans? Parce que la durée de la scolarité. Donc, un collège, 4 ans, à l'école élémentaire, c'est 5 ans, c'est surtout la Ah scolarité. d'accord, ok. Mais Stéphanie, ça me paraît enfin, moi, ça m'embête cette histoire de réponse, la durée de la scolarité, parce que s'il y a déménagement, Ah non, la scolarité présente sur l'école. ouais, mais voilà, enfin, moi, je sais que nous, au lycée, en fait, ils les effacent tous les ans et ils la redemandent tous les ans. Bah, ils font exprès parce que en fait, il y a tellement de rotation surtout sur les lycées en fait, parce que vous pouvez commencer une seconde et puis après vous allez partir en première ailleurs. Euh, Sinon, s'ils effacent pas leur base de données, ben il y a des ratés quoi. Oui. Donc ils ont fait ce choix-là. Après, chacun Comme est de toute libre. façon vous remplissez le même papier tous les ans, C'est pas c'est, faux. je vais dire, Chacun, après, voilà, est libre de faire comme il peut, mais il veut. Mais voilà, c'est surtout la durée de la scolarité, la conservation. Donc, voilà. Pardon, Donc, excusez-moi, juste une dernière question là-dessus. Donc, l'histoire, là, toujours sur les assos, que ce soit les parents d'élèves, sportives, etc. S'il y a signature d'un consentement, ça change quelque chose? Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez. Par exemple, le CV, on peut conserver seulement 2 ans, sauf si on fait signer un consentement à la personne. C'est la même chose au sein des assos ou ça reste lié à autant de présence dans l'asso non, ça reste, c'est pareil, c'est pareil. Tout le monde pareil. Oui. Je voulais être sûre d'avoir bien compris. là par exemple, nous, nos adhérentes, on est censé vider notre fichier tous les combien? Les adhérentes, De l'AFMAS. 15 ans, normalement. C'est des durées de 15 ans. Ok. Et une fois qu'elles s'en vont, on les enlève dès qu'elles s'en vont ou ou on les garde 2 ans et on. Vous pouvez les garder jusqu'à 5 ans, en fait. Ok. 5 ans après le départ. Maximum, voilà, maximum. D'accord. C'est comme, voilà. Et le Oh. truc à gérer. Ok, merci. Avec plaisir. Donc là, voilà, la règle d'or vraiment du RGPD, c'est la minimisation des données. On appelle ça la minimisation des données, c'est-à-dire qu'on récolte que ce qu'on a besoin.
Il y a eu des fois où les entreprises, ou quand vous faites une carte de fidélité dans un magasin, on va vous demander plein d'informations en fait, alors qu'il vous suffirait juste de vous donner le mail. Il faut faire très attention à ça et demander que ce que vous avez besoin surtout. Et dès que il y a quelqu'un qui part, un employé, un client, etc., bien veiller à faire du tri. Moins on en a, mieux on se porte. C'est ma petite citation. Ah. Alors oui, il y a Muriel qui lève la main. Oui, alors excusez-moi Muriel, je vais juste poser déjà la question de Stéphanie et après je vous laisse la parole Muriel. Donc Stéphanie avait une question, y a-t-il un répertoire avec toutes les durées de conservation suivant le type de données? Est-ce qu'on peut trouver ça quelque Alors, part? Est-ce que c'est la CNIL ou voilà, vous quelles avez seraient les sources que tu peux nous donner? oui, vous avez un site de la CNIL. Franchement, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Il faut savoir que quand vous ne trouvez pas la durée de conservation, ça veut dire qu'il n'y a pas de durée légale et c'est là où vous pouvez la fixer tout seul. Mais sur le site de la CNIL, vous tapez durée de conservation et vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Évidemment. Muriel, je vous laisse la parole. Oui, merci. En fait, nous, on utilise une plateforme sécurisée, puisque on est dans l'immobilier et on a des contrats de réservation. Je voulais savoir si, du coup, ça nous décharge, entre guillemets, de notre responsabilité, ou est-ce qu'on se doit de demander à notre prestataire, puisque c'est un prestataire, du coup, qui recueille, en fait, les données de nos clients, est-ce qu'on leur doit, enfin, on doit leur demander, je sais pas, sur, justement, la gestion des données. Oui, une attestation RGPD. Vous avez entendu Muriel? Moi, j'ai pas bien entendu, par exemple. Désolée. Pardon. Julie, est-ce que tu peux répéter ta réponse, s'il te plaît? On n'a pas très bien entendu. Moi Oui, Julie, Oui. si tu pouvais répéter ta réponse. Pardon, il faut demander une attestation RGPD puisqu'il va traiter un fichier enfin, c'est vos clients, hein. Donc c'est vos clients qui en vous ont donné l'accord de traiter les données. C'était ça la question. Mais en fait, en nous donnant le certificat, en fait, ce certificat en fait indique la durée justement du stockage enfin, de ces données. Qu'est-ce qu'il en fait ensuite? Alors moi, je vous entends hyper mal. Alors, je ne sais Oui. pas si c'est pour moi. Muriel, oui, votre connexion saute. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Merci. Ou alors La par le connexion. chat, peut-être plutôt, Muriel. Ok. Parce que... Alors, Muriel, pendant que vous mettez votre question, oui, mais c'est assez haché. Votre connexion est hachurée. Muriel, si vous pouviez le mettre par le chat, comme ça, on va le donner. On va donner votre question à Julie. Pendant le temps que Muriel le mette sur le chat, il y a Stéphanie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, Stéphanie. Leur site doit même proposer une formation, je crois. Le site du CNIL. Oui, ça, j'avais bien compris. Alors, vous avez les MOOC. Alors moi, j'appelle ça les MOOC M2O. Vous avez 5 thématiques que vous pouvez aussi faire. Franchement, vous avez beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est en bref, vraiment. Après, c'est bien de le faire. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Et vous avez aussi, c'est l'ANSSI qui met à disposition pour la cybersécurité. Voilà. Et c'est pareil, ce sont des petits tests. Ça dure pas trop longtemps. Vous pouvez le faire un petit peu tous les jours. Et là, c'est vraiment par contre ciblé sur l'informatique, mais c'est génial. Je l'ai fait, je suis allée le voir d'ailleurs, je l'ai fait cet été. Et après, vous avez votre petit diplôme d'ailleurs de l'ANSSI. C'est pas mal. Moi aussi, je l'ai fait, le MOOC proposé par l'ANSSI, et c'est vrai que ça demande un peu de temps. C'est vrai que ça peut être aussi, il y a une partie qui est juridique assez costaud, mais par contre, en effet, ça apporte beaucoup en termes de cybersécurité. Moi, j'avais une question, Julie. Si on le fait, si en effet on fait le MOOC qui est proposé par la CNIL, est-ce que ça nous donne cette attestation RGPD ou pas du tout? C'est juste à titre personnel pour notre culture, je dirais personnelle. D'accord. Du coup, on a la question, on a encore une question de Stéphanie. Si on veut être notre propre DPO, il faut faire une formation spécifique auprès de quel organisme? Alors, il y a plusieurs organismes. Nous, par exemple, on l'a passé avec l'APAV, où on a suivi une formation à distance d'une semaine et après, on passe le diplôme de DPO. Donc, c'est un diplôme général, hein. On est DPO et après, on peut être interne ou externe. Ça englobe les deux. D'accord. Je cite l'APAV parce que nous, on est passé par l'APAV et d'ailleurs, je vous recommande parce qu'ils ont été très bien. Donc, Après, je pense qu'il y en a plein d'autres. Je me demande même si l'AFNOR en fait pas, hein. oui, si, voilà, l'AFNOR aussi, voilà, c'est ça. Merci, je cherchais.
Alors, on a la question de Muriel. Attends, il y a à la suite de la question de Stéphanie, sans formation, c'est le DPO externe qui nous fournit l'attestation RGPD. C'est ça. Nous, on vous fournit Voilà. après, comme quoi vous êtes bien RGPD. Toutes les entreprises, toutes les structures qui travaillent avec nous, après, ont le certificat et le transmettent à chaque fois à tous ceux qui le demandent. Et ça permet aussi même aux clients. Nous, souvent, les entreprises qui travaillent avec nous, ils mettent dans leur hall, on a des affichages DPO pour dire qu'ils sont certifiés RGPD. Et ça permet en fait aussi aux clients d'être rassurés, de se dire, bon, je vais transférer ma donnée, je sais qu'elle va être bien conservée. Alors, on a la question donc de Muriel. Quelles sont les mentions qui figurent sur le certificat? Quelles sont les garanties que nous fournit ce certificat? Durée de conservation, stockage, utilisation, etc. Donc, Alors, sa première question à Muriel, c'est quelles sont les mentions qui figurent sur le certificat? donc sur l'attestation RGPD. C'est bien ça, Muriel? Oui, on va juste vous demander Ouais. de préciser si c'est bien de l'attestation RGPD. Oui, elle dit que oui. Donc, Alors, on mentionne pas. On dit que vous êtes dans la mise en conformité RGPD, parce que sinon, il va falloir dire que vous respectez le stockage, les durées de conservation, la sécurité de vos postes de travail, la sécurité de vos sauvegardes. Donc, c'est un tout. Est-ce que ça répond à votre question, Muriel? Et puis, alors, oui, et à demander également quelles sont les garanties que nous fournit ce certificat. Donc, c'est tout ce que tu viens d'énumérer, Julie? C'est ça, la garantie que les données stockées chez votre sous-traitant ou de la structure sont bien conservées en toute légalité. D'accord. Donc, on respecte les durées, donc qui sont donc, je dirais, légiférées, et aussi, en effet, qu'on assure bien la destruction des données après la date limite de conservation. Alors, la durée de conservation, je vois, est variable visiblement selon les entreprises. Oui, mais elle est toujours spécifique, enfin, elle est toujours écrite, parce que quand vous allez, par exemple, donner votre consentement, donc avec la petite case où il y a le consentement, il y aura toujours la durée de conservation. C'est obligatoire dans le consentement, c'est vraiment le cadre du consentement. Et à qui je donne ma donnée, qui c'est, enfin, comment elle va être utilisée et combien de temps. Donc, vous allez savoir forcément combien de temps on va garder la donnée. Est-ce que ça répond à votre question, Muriel, ou est-ce que vous souhaitez un peu plus de précision? Vous pouvez nous répondre par le chat. Le temps d'avoir la réponse de Muriel. Julie, je te laisse. Alors, le certificat garantit un cadre large, en fait. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il garantit le RGPD qui englobe vraiment tout ça. La durée d'attestation. Nathalie, pardon, excuse-moi, Julie, vas-y, je te laisse terminer. En fait, oui, je vois bien là, ça y est. Ça y est, tu vois le chat? Donc, la durée d'attestation, c'est la durée de la mise en conformité, de la nomination du DPO. Par exemple, vous signez avec nous, je vous dis une bêtise, pendant 1 an, vous allez avoir donc l'attestation c'est comme dans le contrat en fait que l'on va faire ensemble. Et l'attestation sera valable jusqu'à ce que nous, on soit votre DPO. Et après, on ne prend pas le risque de continuer en fait à attester que vous êtes RGPD si quand on n'est plus votre DPO, vous faites n'importe quoi. Ça, c'est possible. Alors, quand on est indépendante, Julie, on est toute seule. Donc, on n'a pas, je dirais, tous ces intervenants, enfin, tous ces acteurs. Donc, disons que nous, en tant qu'indépendante, on est le DPO, on est l'agent de traitement, on est tout ça à la fois. Donc, comment ça se passerait pour nous Il faudrait que vous mettiez en place voilà, des DPO externes. Ah, il faut qu'on mette en place, donc on fasse appel, nous, à des prestataires externes. Alors après, tu peux le faire. Il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêt lors d'un contrôle. Oui. Mais si vous vous formez, vous passez le diplôme, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais après, il faut savoir que toute la responsabilité est aussi sur. Enfin, voilà. Il faut rien louper là-dessus. Que le DPO qui fait vraiment que ça va pouvoir vraiment voir toutes les failles. D'accord. Nathalie, vous souhaitez intervenir, je vois? Ouais, je voulais savoir, du coup, ça veut dire que c'est une cotisation annuelle? Alors, je vais y venir après. Mais nous, oui, parce que moi, j'en fais des suivis. Quand on monte en place le registre et la nomination à la CNIL, en fait, ça, c'est la première année, mais vous n'êtes jamais 100% RGPD. Nous, on fait des contrats de 4-5 ans, donc je suis dans les entreprises, et on renouvelle, on fait des suivis, on met à jour le dossier et on renouvelle le DPO. Je vais répondre à votre question. Oui, c'est bon. Merci. Une petite estimation du coût de la mission du DPO. Alors vraiment, ça varie par rapport à la taille de l'entreprise. Alors pour une petite structure, ça va de la première année. Donc là, je parle vraiment de la mise en conformité avec le registre, l'audit, la déclaration, la CNIL. Pour une petite structure, c'est 500 € la première année. Les autres années, les autres suivis, c'est la moitié prix à chaque fois à peu près. On peut compter 100, 250 € chaque année. Et
Enfin, ça peut aller jusqu'à, on va dire, 5 000 euros. Alors nous, ça nous est jamais arrivé parce qu'on n'a pas encore travaillé avec des grosses entreprises. Mais voilà, nous, généralement, c'est 2 000 euros. Une entreprise avec environ 40, 50 personnes dedans. Et une collectivité, c'est pareil, c'est par rapport au nombre d'habitants. Muriel demande si l'on met tous les moyens réglementaires, mais que l'on se fait tout de même pirater, quels sont les recours et les risques? Mais dans ces cas-là, donc le DPO fait une déclaration à la CNIL, donc il a 72 heures pour déclarer qu'il y a un problème, informe les personnes concernées. Donc, si par exemple vous avez fait pirater votre fichier, c'est le DPO qui se charge d'avertir tout le monde. Et là, on fait la déclaration à la CNIL, ce qui nous permet d'être couvert. Alors attention, il faut bien le faire sur 72 heures. Il ne faut pas dépasser ce délai-là. Et c'est pour ça, en fait, que c'est bien d'avoir ce registre de tous les traitements que vous avez. Comme ça, vous voyez, par exemple, sur la TVG ou sur le fichier, vraiment, quelles type de données il y avait dessus. Voilà. Et vous êtes couvert. Et on va pouvoir continuer, Julie, passer peut-être, je ne sais pas si tu as fini sur cette diapo ou passer à la Oui, j'avais fini. Après, voilà, là, j'avais repris. Alors, on passe au suivant. Faut pas hésiter sur des questions. Oui, encore une fois, Meilleur comme je dis, exercice, si vous oui. avez des questions, n'hésitez pas Oui, à intervenir. Je regarde s'il n'y a pas des mains qui se sont encore levées. Passez par le chat ou en effet. voilà, n'hésitez pas. Tac, parfait. Donc, voilà, la mise en conformité, vous pouvez très bien, on a répondu à la question. Mais voilà, il y a plusieurs étapes, hein, le registre de traitement, la nomination d'un DPO, l'audit informatique, le suivi annuel et l'accompagnement personnalisé, puisqu'on fait en fonction des besoins et des personnes. C'est-à-dire que nous, dans notre suivi annuel, notre contrat, en fait, comporte tout simplement des réunions que l'on peut mettre en place sur une thématique précise. Par exemple, on avait l'office de tourisme qui voulait qu'on travaille sur les newsletters, qui ne savait pas trop par quel logiciel passer, qui ne savait pas trop à qui s'adresser, comment recueillir un consentement. Et là, on a fait des petites réunions comme ça où voilà, c'est un accompagnement personnalisé puisque chaque structure traite des données différentes et des personnes, voilà, il y a plus ou moins ça dépend. Par exemple, il y a la secrétaire de mairie va traiter toutes les données RH, communication, etc. Donc, c'est plus facile pour elle plus facile. Vous voyez, non, mais de les gérer que quand il y a plusieurs services où il y a des soucis, des fois, dans le transfert des données. Donc, tout simplement, voilà, donc nous, on met en place tout ça et on est aussi, voilà, ça, les pires, ce qui permet aux entreprises, en fait, de se faire rembourser la première année. Parce que c'est encore une obligation qui pèse sur les entreprises. Donc, ça a un coût et c'est très compliqué pour les entreprises de comprendre aussi le RGPD parce que voilà, ils ont beaucoup de choses à penser et le RGPD revient encore voilà, sur le tas. Et c'est vrai qu'on a mis un petit peu de côté avec les années Covid, etc. Et aujourd'hui, voilà, faut savoir que les contrôles aussi se renforcent. Donc, on a été certifié à l'UEFI pour permettre aux entreprises d'avoir une formation RGPD, donc avec l'audit, avec la déclaration, il y a tout ça, mais à moindre coût. Donc, ce qu'on propose, nous, aujourd'hui aussi, c'est voilà, de vous mettre en conformité et voilà, de pouvoir peut-être collaborer et on propose des contrats, donc des conventions de rapporteurs d'affaires, pardon, qui peut être intéressant pour vous et vos clients. Et donc, j'ai fini. J'ai fini et je vous laisse mes coordonnées juste ici, où vous pouvez me joindre à tout moment pour discuter du RGPD pour vous, pour vos clients, ou par mail sur les sites internet. On a aussi Facebook, LinkedIn. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, donc j'ai fini. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et surtout, je remercie Morane. Ben de rien, Voilà. avec grand plaisir. Merci surtout à toi et puis aussi au cabinet Gaïa de nous avoir en effet permis de pouvoir en effet creuser le sujet qui est aujourd'hui très, très, très vaste et qui nous a permis surtout de pouvoir en effet bien le cerner grâce en effet à ton atelier. Alors, je reviens juste sur Muriel qui Oui, souhaiterait savoir, donc l'audit informatique, c'est détecter les failles en termes de sécurité informatique ou la gestion des données ou les deux? les deux. Alors, un audit informatique pour un petit peu montrer. On va regarder la sécurité de votre poste de travail. Si vous avez un compte utilisateur, un mot de passe, un verrouillage automatique de session. Par exemple, quand vous quittez votre poste de travail pour aller en pause, est-ce que vous avez votre écran qui se verrouille? C'est du légal. Il faut savoir que c'est 15 minutes quand vous quittez votre écran de verrouillage. Un blocage de session en cas de mot de passe erroné.
Donc, il y a vraiment tout ça. Donc, pare-feu antivirus, on regarde tout ça. On a tout ce qui est sauvegarde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que, il y a un cloud, une sauvegarde externalisée? Allez chercher votre sous-traitant, du coup, voir s'il est bien GPD, si vos données sont bien sécurisées. Ça passe aussi par le télétravail. Par exemple, si vous avez des ordinateurs qui ont une connexion sécurisée, on appelle ça des VPN, en Virtual Protection, non, Virtual Network Protection, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un réseau privé, on regarde ça, les serveurs, les stades de serveurs, et aussi votre site internet. Donc, tout à l'heure, on en parlait, mais on regarde voilà, les cookies, la charte de protection des données, le consentement pour le formulaire de contact. On regarde voilà, s'il y a une caméra de vidéosurveillance, une alarme anti-intrusion pour le stockage papier. Et voilà, l'audit est vraiment alors, facile à aborder, mais voilà, c'est quand même très long à y répondre. Et c'est dans la mission du DPO, bien sûr, puisque c'est de tout ce qui est stockage informatique. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Tu as répondu à la question de Stéphanie, là. Tu l'as vu, la question de Stéphanie, Julie, ou pas? C'est dans la mission du DPO. Voilà. Elle C'est- demande si c'est la mission du DPO de l'audit informatique. Après, je pense que c'est l'audit informatique dans le cadre de la protection des données. C'est pas l'audit informatique. Enfin, il y a plusieurs types d'audit informatique. Il faut pas, faut faire attention quand on utilise le terme audit informatique. Ah ben non, c'est tout ce qui est sécurité informatique. Voilà. On a notre Non, mais c'est pour ça que je Ah oui. permets de recentrer le débat par Ah. rapport à la question de Stéphanie. Et après, nous, on a nos partenaires informatiques où on travaille avec deux structures où là, après, on accompagne vraiment le client de A à Z. Hein, c'est pour ça que je dis bien, où on dit, voilà, on prépare des failles et après, notre partenaire intervient pour régler Et- tous les petits soucis qu'il peut y avoir. Alors, il y a quand même de nombreuses entreprises qui utilisent le cloud. Euh, Jusqu'où va l'audit dans le cloud? Parce que bon, vous avez ceux qui utilisent la suite Office et ceux qui utilisent la suite Google Workspace. Je ne sais jamais comment il s'appelle maintenant. Workspace. Workspace. Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'ils changent de nom exprès pour m'embêter. Il y a des niveaux de sécurité sur, comme tout, enfin, les entreprises travaillent dans le cloud. On sait quelle est la suite la plus sécurisée euh, ou Non, pas. après, le cloud, le seul souci, c'est qui a accès au cloud aujourd'hui. Voilà, ça, c'est le seul souci. Ok. Donc, si il faut juste une adresse de l'entreprise et un mot de passe, c'est pas suffisant, je suppose. Si, parce que le temps que l'adresse de l'entreprise appartient à un domaine privé. Oui, mais Voilà. bon, enfin, je veux dire, vous pouvez l'utiliser de n'importe quel poste d'ordinateur. Oui, mais après, ça, c'est pas, comment dire, ça, c'est pas un souci hein, d'utiliser n'importe quel ordinateur. On se connecte un petit peu partout. Du moment où vous avez une adresse mail privée et que vous ne donnez pas l'accès à votre cloud à tout le monde, il n'y a Oui. pas beaucoup de chance de se faire pirater. Non, j'entends, mais enfin, ma question était plutôt de dire si vous êtes 50 salariés et qu'un salarié donne son adresse avec son mot de passe à quelqu'un, du coup, voilà, la sécurité, elle a des limites. Je veux dire, est-ce que c'est comme on met tous les documents dans le cloud, on nous dit que c'est sécurisé, mais il y a la limite on va dire, de la clé qu'on donne. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut bien faut bien avoir des profils d'habilitation pour chaque traitement et ça. Et donc, tout ça, ça fait partie de l'audit informatique. Oui, oui, oui. Ok. On prend vraiment en compte. Là, je vois, en travaillant depuis chez nous, pas certaine que nous ayons toute une alarme. Bien sûr, oui. Alors, ça, Ah ben, de toute façon, le télétravail, c'est vraiment la oui. loi, elle évolue en permanence dessus et Après, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Donc, si vous n'avez pas d'alarme, si vous avez des armoires qui ferment la clé chez vous et que vous stockez tout et que vous avez la clé sous le matelas, ça fonctionne. Voilà. oui, bien sûr. Une GED pour stocker dans nos données professionnelles, ça ne pose pas de problème. On est à l'abri de rien, bien sûr. L'idée est de réduire au maximum les risques. Et c'est pour ça qu'on parlait de minimisation des données. Donc, moins on en a, moins on a de risques. Voilà, tout simplement. Et donc, quand on travaille dans le cloud, vous conseillez quand même d'avoir aussi des sauvegardes sur des disques durs externes ou pas du tout? Alors, oui, il faut toujours avoir une double sauvegarde, puisque en fait, votre cloud, on ne sait pas ce qui peut y arriver dans ce cloud. Oui, Donc, on a bien vu qu'OVH avait eu un problème. OVH, ils ont tout perdu. Donc, oui, non, voilà, ça, c'est vraiment notre recommandation, c'est avoir une double sauvegarde.
Vraiment, soit externalisé, soit sur le disque dur externe chiffré, vous mettez un mot de passe sur le disque dur. Quand vous branchez votre disque dur externe, vous allez dans les paramètres et vous mettez un mot de passe. Et à chaque fois, Mais du coup, on est bien d'accord que plus on a d'endroits où on stocke, plus il faut penser à aller déstocker le jour où il faut déstocker. tout simplement. Donc, c'est bien 2. C'est ça. Vous avez tout compris, vous avez tout compris. Non, non, mais parce que moi, je réfléchis à comment on fonctionne. Nous, par exemple, on a des formulaires de droit à l'image parce qu'on prend des photos de nos participants quand ils font des formations. Le formulaire de droit à l'image, je crois on doit le garder 99 ans. Donc, autant vous dire que moi, je serai morte dans 99 ans. Non, mais c'est vrai que les formulaires, quand vous C'est- décidez le consentement, il faut tout garder. Oui, mais comment je fais pour m'assurer que dans 99 ans, il y a quelqu'un qui va brûler les formulaires de droit à Je l'image? vais vous dire que c'est tout votre problème après. Mais non, après, le droit à l'image, ça devient un peu compliqué. Alors, ça c'est pareil, on préconise de faire des gros plans ou de prendre plusieurs personnes. Il ne faut pas cibler une personne. Là, on a le droit. Oui, non, mais nous, c'est non. Là, Non, Ce qui est dommage dans le droit à l'image aujourd'hui, c'est qu'il y a plus personne de s'embêter. Du coup, ils prennent les enfants. Dans une école, ils vont prendre les enfants de dos. Je dis oui, c'est sympa, mais non. Donc, c'est vrai qu'on se tire un peu les cheveux sur certaines choses. oui, oui. Enfin, en fait, c'est vraiment là où je trouve que c'est compliqué, c'est que d'un côté, ça peut être compliqué et ultra restrictif, et de l'autre, c'est fait pour nous protéger et c'est lourd en fait. En fait, la France est quand même la championne du monde de l'administratif lourdingue. C'est vrai. Mais en nommant un délégué à la protection des données externes, on vous enlève ce poids à gérer. Voilà. Tu viens de nous faire une magnifique lapalissade, là, quand même. Donc, en fait, on peut faire appel à Gaïa, Julie, pour en effet, par exemple, pour les assistantes indépendantes, pour, je dirais, avoir un DPO. J'ai pas entendu ta réponse. Elle a dit oui, mais Elle a dit oui. Je recommande fortement. non, mais c'est sûr que nous, on a une DPO en interne, donc c'est vrai que je recommande aussi quand on est, surtout centre de formation où on brasse des données hyper sensibles et parce on a beaucoup de données en fait. Dès qu'on est loin, enfin, on se rapproche du nominatif en fait, c'est ça. Dès qu'on est capable de trouver la personne avec les données, ça devient sensible et ça touche le DPO. C'est ça, Julie, hein. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est juste qu'il faut savoir. Moi, ce que j'ai le plus de mal, et heureusement que j'ai la DPO pour ça, c'est de savoir à quel moment il va falloir que j'aille supprimer les trucs. Il n'y a pas la possibilité de mettre une sorte de robot informatique qui dise tu mets dans un dossier la donnée qui gardait 2 ans, dans un autre dossier la donnée qui gardait 3 ans, et ainsi de suite. Et puis un robot qui dit tous les 2 ans, tu supprimes, tous les 3 ans, tu supprimes celui-là, etc., etc. Il y a sans doute ça qui existe, non? Il y a un logiciel, nous on travaille avec Accessia, A-2-C-E-2-S-I-A. Je vais le mettre dans le chat, Julie. Ah oui, pardon. Et donc, en fait, ce logiciel, dès que vous rentrez un fichier, vous mettez la durée de conservation et il vous la détruit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la preuve. Et en fait, à chaque fois, tous les mois ou tous les ans, vous avez tous les fichiers qui ont été détruits, ce qui vous permet en fait d'apporter la preuve en cas de contrôle que le fichier a bien été détruit. Julie, tu peux remettre le nom dans le chat, l'épeler, le nom dans le chat, comme ça les gens ils peuvent en effet. Pardon, alors j'y vais tout de suite. Hop, Accessia. Hop là. Voilà. Merci. Ça va être utile. Mais Oh oui. 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 Si jamais vous faites appel à eux, vous n'hésitez pas à leur dire qu'on se connaît maintenant, le cabinet Gaïa travaille avec eux. Avec la Fédé. Voilà. Mais en fait, moi, je trouve que c'est, en tout cas pour moi qui gère les payes, au niveau des logiciels de paye, ça devrait être maintenant automatiquement intégré en fait. Oui, alors normalement, les gestionnaires généralement, c'est intégré. Ah non, pardon, pour la destruction, pardon. Non, pas pour la destruction, oui, pardon. Ça vous dit pas, dans 5 ans, votre salarié s'en va, dans 5 ans. Et ça va arriver. Oui, bah, j'espère, parce que Ça en fait, on garde tout. Alors, qu'on garde les fiches de paye parce que c'est obligatoire, oui, mais dans le logiciel de paye, maintenant, vous avez toutes les données confidentielles. Vous avez le RIB, vous avez la carte d'identité, le permis de conduire, les diplômes, les CV, etc. Et ça, comme vous dites, au bout de 5 ans, ça devrait automatiquement se détruire. Parce que
enfin, et ça veut dire que sinon, il faudrait qu'on ait un tableau Excel à côté qui nous dit, ah, au fait, ah, il y a 5 ans, machin est parti, il faut que tu ailles détruire dans le logiciel de paye. C'est ça. Alors que, bon, c'est des logiciels qui sont censés être faits pour. Mais c'est là où est la faille en fait du RGPD aujourd'hui. On détruit, mais on n'a Que pas les Surtout que les salariés, on leur demande de conserver ces bulletins de salaire. Non, mais pas les bulletins de salaire. Les bulletins de salaire, l'entreprise, elle doit les garder, hein. Ah, voilà, on est d'accord, oui. Tout sauf les bulletins de salaire. Ah, d'accord, oui. OK. Mais c'est pareil, le compte-rendu de visite médicale et tout ça, c'est dans les logiciels de paye maintenant. D'accord. Donc, comme c'est des données à caractère sensible, il faut pouvoir les supprimer. Mais il faut enfin, t'as qu'un Oui. cerveau, quoi. On n'est pas encore transformé en chat GPT. Non, pas encore. C'est ça. Par contre, Julie, j'avais une question pour les indépendantes qui utilisent par exemple un logiciel tel que Henry ou Wabi. Donc c'est pareil, nous on doit supprimer les données, les devis ou même les clients, Ah oui. enfin, les clients qui nous ont pas sollicités. On doit aussi donc supprimer toutes ces données au bout de combien de temps? Est-ce que tu peux rappeler la durée, s'il te plaît? Là, c'est 5 ans pour les C'est 5 ans. Donc, si pendant 5 ans, j'ai un devis avec un nom et un prénom d'une société avec le nom du gérant, je dois aller dans mon logiciel pour aller en effet supprimer donc toutes ces données-là au bout de 5 ans. OK, d'accord. Ça, c'est quelque chose que vous proposez, vous, comme service chez Gaïa, par exemple, de, je ne sais pas, une fois par an, faire un audit des données et de leur durée de conservation. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être, hein. Oui, voilà. Oui, Nous, d'accord. dans le registre, on va vous donner toutes les durées de conservation. Mais par contre, vous ne D'accord. faites pas le ménage. C'est Et on peut pas ça. Alors, pas forcément le Parce que, ménage, mais parce que un ce serait audit. génial. La question, Alors, c'était pas tellement sur le ménage, c'était sur l'audit annuel. Est-ce que vous proposez un service d'audit annuel pour les personnes qui, enfin, moi, je vais ouvrir mon entreprise demain, je mets en place toutes ces choses, mais je m'y perds un petit peu. Est-ce que dans 2 ans, je peux faire appel à une société comme la vôtre pour m'aider à faire le ménage en fonction des durées de conservation de chaque donnée? oui, bah après, on fait un audit avec le C'est registre. ça. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Et là, on vous fournit tout. En fait, vous avez après le dossier en format papier et informatique et vous avez tout dedans. Ok. C'est bien ça. Ça fait notre cerveau. J'avais une question pour Stéphanie Bovin, si elle est toujours avec nous. Je l'ai vue il y a quelques minutes, mais elle est Oui, encore là. elle est là, oui. Ouais, je t'écoute. Ça concerne l'utilisation de la GED. J'imagine que cette GED, elle est configurée en conséquence pour respecter le RGPD. Alors en fait, je te parle là professionnellement, hein, dans Oui. l'école où je suis, on a une GED et effectivement, chaque salarié n'a pas accès à tous les dossiers. Encore heureux. Moi, j'ai accès à beaucoup de choses parce que je gère tous les contrats des étudiants de l'école. Je fais de la facturation aussi, donc il y a des dossiers sur lesquels j'ai accès et d'autres collègues, par exemple, au niveau de la pédagogie, eux n'auront pas accès à certains dossiers, tu vois, notamment la facturation. Eux, ils n'ont rien à voir avec ce sujet-là et donc, en fait, il y a des accès bien particuliers en fonction des postes de chacun. Alors ça, c'est l'accès, mais pour la gestion de la durée de conservation, moi, c'est ce qui m'obsède le plus, en fait, parce que c'est ce qui semble le plus compliqué à gérer. La gestion de la durée de conservation, ça, elle gère la GED aussi? Alors, je ne peux pas te dire, je vais me renseigner parce qu'en fait, on l'a mis en place il n'y a pas tellement longtemps, Ah. il y a 1 an à peu près, parce Ok. qu'avant, on fonctionnait avec Dropbox. Et en fait, ils se sont aperçus qu'avec Dropbox, ce n'était pas forcément RGPD. C'est pour ça qu'ils ont mis la GED en place. Non, mais je vais me renseigner. Je poserai la question. Ouais, ça peut être intéressant à savoir. Ouais. Julie, justement, là, il y a une question qui me vient. Est-ce que, enfin, bon, c'est peut-être une question un peu malheureusement vacillante. Est-ce que tu peux nous conseiller, parce que c'est vrai qu'on stocke beaucoup sur des plateformes telles que Dropbox, le cloud, enfin, Google ou d'autres prestataires. Quels sont les prestataires aujourd'hui où on peut être sûr que nos données respectent en effet le RGPD? J'ai dit hein, que ma question allait être. Du moment où il y a un DPO, je dirais. Et encore, parce que malheureusement, les grands groupes ne le respectent pas forcément. Hein. D'accord. C'est là où il y a le plus de sanctions d'ailleurs, parce qu'ils font n'importe quoi. C'est vrai que j'ai pas souligné, mais il faut bien comprendre que le RGPD, c'est au niveau européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer, on peut pas, pardon, transférer nos données au-delà pour une entreprise, par exemple. On ne peut pas transférer les données ou les données de nos clients aux États-Unis si on avait même une société aux États-Unis. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, on peut pas, voilà, à moins qu'il y ait un DPO vraiment sûr. Mais c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Donc, en fait, il faut qu'on s'assure que enfin,
il faut que le prestataire nous assure que les données soient en effet stockées au moins en Europe pour que le RGPD soit, je dirais, applicable. Mais il faut faire attention parce que c'est vrai que les sites internet, par exemple, où vous avez un prestataire qui crée les sites internet ici, peut aussi héberger des données aux États-Unis, par exemple. On voit avec les cookies, quand vous avez un système d'acceptation et de refus des cookies, il faut bien se méfier des cookies de Google Analytics, par exemple, qui, eux, sont transférés aux États-Unis. Et votre prestataire informatique, il n'est pas trop au courant des fois, que c'est pas bien de faire ça. Donc voilà, il faut veiller à tout ça et c'est notre rôle, voilà, en tant que DPO, au moins de respecter la zone géographique. Pour une personne qui commence, je dirais, qui débute dans le métier, qui commence à s'installer, donc par exemple, rien qu'un site internet, est-ce que vous l'auditez pour s'assurer qu'en effet, que certaines données n'aillent pas, je dirais, à l'étranger. Donc quand je dis l'étranger, c'est hors UE. C'est ça. Parce que bon, on a tous en effet l'idée de mettre des sites internet, par exemple, du clé en main. Bon, là, je ne citerai pas de marque, par contre, enfin, je ne citerai pas de référence. Mais donc, nous, en tant qu'indépendants, il faut donc aujourd'hui qu'on s'assure que tout ce que l'on crée, notamment site internet, que ce soit bien, je dirais, pas hors UE. Oui. Ok, C'est tous les traceurs que vous allez mettre dessus. Faut faire attention. d'accord. Est-ce que parmi les participantes qui restent, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions à poser à Julie? Nathalie, Rebecca, Carole, Chantal, Stéphanie, Après, il ne faut pas Valérie? hésiter à m'envoyer un mail ou Oui, m'appeler. Voilà, je suis là vraiment pour vous écouter et répondre aux questions peut-être plus spécifiques pour des structures spécifiques ou des questions que vous avez. Il n'y a pas de souci, je reste à votre entière disposition. donc voilà, merci Julie. Si vous Donc, une question pour le site internet, en fait. Oui. Parce que moi, j'ai mon site internet que j'ai fait faire, hein. Oui, Donc, du coup, il faut que je demande à la personne qui l'a fait si elle est RGPD, c'est ça? Parce que moi, c'est ça. si je fais un test, que je m'envoie un message, je crois pas que j'ai le truc des. Faut lui demander à l'attestation RGPD. Ouais, Voilà, ok. ça devient compliqué. Alors, c'est vrai que ceux qui créent les sites internet, moi, je ne sais pas faire, donc je critique pas du tout le métier, mais ils ne connaissent pas la réglementation européenne. Et ça devient très compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, là, on veille un petit peu à tout ça. Si vous voulez l'écrire, vous devez vérifier les cookies, la fenêtre d'acceptation ou de refus, la charte de protection des données qui est obligatoire, ainsi que les mentions légales. Le consentement. Ouais. Pardon. Oui, Non, j'allais dire, faut pas oublier les CGU. oui, aussi, oui, oui. Il y C'est a un tellement de formulaire, trucs. voilà, c'est un formulaire de contact, le consentement, donc avec la petite Ouais, case. c'est ça. Après, si vous voulez, on peut s'appeler dans la semaine ou vous m'envoyez un mail et je peux vous l'écrire, il n'y a pas de souci pour ça. Et après, voilà, le cadenas pour dire que c'est bien sécurisé, le HTTPS est sécurisé, alors que le HTTP n'est plus sécurisé. Donc, on vient vérifier le S à sécurité. Ah oui, donc nos adresses, enfin nos noms de domaine, qu'on appelle les noms de domaine, il faut absolument qu'on veille à ce que ce soit HTTPS. Donc, C'est ça aussi. D'accord, ok. Donc ça, c'est un truc à savoir, en effet. Oui, Voilà. moi, j'ai fait ça, ouais. Si j'y vais, HTTPS, ça y est. Par contre, si j'ai un formulaire de contact, hein, et si je m'envoie, ça me demande rien du tout. Ah, ici, normalement, il faut que tu il y a une case à cocher qui te dit j'autorise la conservation des. Ouais. Et ça renvoie vers des CGU, normalement, les conditions générales d'utilisation, et que personne ne lit, hein, mais c'est la case à cocher qui dit j'autorise. Si Le tu vas sur, consentement, si tu vas sur d'autres sites où il y a des formulaires de contact, tu verras comment c'est fait. c'est ça. Il faut bien que Par contre, j'ai la politique de confidentialité et ça me met, s'engage à ce que la collecte et le traitement des données, et puis il y a tout un truc là. Normalement, il doit y avoir tout un. Enfin, Ouais, c'est assez lourd, hein. Moi, je sais que j'avais arrêté ça. parce que pour ce que je publiais, je trouvais que c'était pas intéressant d'avoir autant de trucs. Et les sites internet, ça peut être contrôlé à distance. C'est pour ça que je fais bien attention là-dessus. C'est que la CNIL, voilà, à distance, voilà, c'est comme la tamboula, hein. Ils en prennent un et ils vous envoient. Alors, aujourd'hui, la CNIL vous laisse quand même 3 mois pour vous mettre en conformité, mais quand ils sont gentils. Donc, c'est pour ça que le site internet, c'est vraiment le plus important aujourd'hui, c'est de tout mettre
à plat et de mettre en conformité. Je voudrais juste ajouter une petite expérience personnelle. J'ai travaillé dans une entreprise, on m'a prise en photo pour me mettre sur le site internet. Alors non seulement la photo était, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot, dégueulasse, même si je ne suis pas le mannequin de l'année, mais à aucun moment on ne m'a fait signer un formulaire de consentement sur le droit à l'image. Et que dire de je ne me connectais pas avec un mot de passe. N'importe qui avait accès à mon ordinateur et ça a été le cas. On n'éteignait pas les ordinateurs le soir. Enfin, c'est une catastrophe. Oui. Là, quand vous avez abordé le sujet tout à l'heure, j'ai ri, mais violemment, parce que je sors d'une entreprise qui, elle, était agréée par les douanes ou qui a fait l'objet d'une formation qui est normée ISO, etc., etc., où donc c'était très, très cadré. On signait une charte informatique, etc. On se levait pour aller aux toilettes, il fallait verrouiller l'écran, personne ne partageait de mot de passe. Et là, j'arrive dans cette autre entreprise où c'est open bar et c'est. Bref, maintenant que je sais qu'il n'y a pas que la CNIL qui peut vérifier, je me dis, mais cette entreprise est vraiment en danger, quoi. Oui. Après, bon, Voilà, c'est juste une petite aparté personnelle, mais je trouve ça ahurissant. je comprends, hein. Mais c'est pas, voilà, c'est la protection de la vie privée, des données des salariés, des données des clients, là n'est pas du tout respectée. Donc, Ah non, mais vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Hein. je n'en doute pas. C'est vrai que c'est Malheureusement, je n'en doute pas. Et c'est pourtant le strict minimum hein, d'avoir Oui. Voilà, d'avoir un mot de passe à soi, un ordinateur. Voilà. Bah oui. Et le droit à l'image, compliqué. Et le droit à l'image. Ça, j'avais trouvé ça On fantastique. entend assez parler depuis des années aussi. Hein, ça remonte à le droit à l'image. Mais je suis d'accord, c'est pas normal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai plus. J'ai trouvé ça très complet, même si je suis sûre qu'on pourrait y passer la nuit Oui. sans avoir fait le tour. Je suis lancée là. Non, mais c'est très gentil de nous laisser vos coordonnées. En tout cas, je pense que vous aurez des appels.